Les podcasts du Figaro. La première chose à dire est peut-être que j'éprouve au moins un petit fragment de bonheur chaque jour. Je me demande si c'est plus que les quotas habituels. Je ne pense pas que ça soit dû au fait qu'il m'arrive tant de choses merveilleuses, mais plutôt que les petites choses peuvent faire beaucoup de chemin. La deuxième chose à dire est qu'un des signaux d'alarme les plus percutants à mon sens se manifeste lorsque je perds l'essence de ce bonheur. J'en suis totalement déstabilisée, comme avalée par des forces inconnues. J'ai l'impression de revenir en arrière. Bref, c'est un désastre absolu. On dit qu'on apprend de ses erreurs, mais moi, je me sens souvent condamnée à les répéter, encore et encore. Fondamentalement, je connais et évite les désespoirs, et je reconnais celui des autres. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de La vie selon Zoé d'Eleonora Galasso, publié aux éditions Michel Lafon. Je m'appelle Bruno Corti et je suis journaliste au Figaro littéraire. Bonjour Eleonora Galasso. Bonjour Bruno Corti. Alors vous publiez La vie selon Zoé, qui est votre premier roman, et qui raconte l'histoire d'une amitié, j'allais dire, à la vie, à la mort. La narratrice, qui s'appelle Eleonora, comme vous, nous y reviendrons, revient sur sa rencontre avec Zoé, une femme au caractère bien trempé, belle, indomptable et parfois insupportable, comme peuvent l'être les gens à qui tout réussit. On a tout de suite été pressés de se revoir avec Zoé, ces grands airs de star de cinéma de l'âge d'or d'Hollywood déguisés en banquière de haut vol, écrit la narratrice envoûtée. La vie de Zoé va pourtant basculer le jour où elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Peu à peu, la magie des premiers jours va se transformer pour elle et pour ses amis, dont la narratrice, enceinte, en une sorte d'enfer quotidien dont il sera difficile de ressortir indemne. C'est une histoire très intense, à la fois comique et tragique, comme son personnage principal, et qu'on dévore d'une traite jusqu'au dénouement. Première question qui nous brûle les lèvres, cette histoire est-elle autobiographique ? Oui, cette histoire est autobiographique. C'est l'histoire d'une amitié absolue, en quête de reconnaissance perpétuelle. Effectivement, je parle dans ces livres de ma grande amie Zoé, disparue. Il faut savoir que Zoé, étymologiquement, en grec, signifie la vie. Donc, c'est effectivement la vie selon la vie. Et cette femme avait un avis assommant, surtout. Elle était effectivement envoûtante, charmante. Tout son entourage était bien d'accord qu'elle était irrésistible et pourtant très repoussante. Ces deux éléments, en fait, s'est mêlés l'un à l'autre et étaient indissociables à chaque étape de cette amitié qui a jailli environ 10 ans avant la mort de Zoé. Et même pendant les étapes du deuil. Lorsque Zoé a annoncé son cancer, elle l'a fait d'ailleurs d'une manière extravagante en parlant de cela comme si c'était un simple rhume des saisons. Et en ainsi faisant, en mettant sur mes épaules le poids de devoir en faire une caricature ou quand même de l'humour, eh bien, le processus du deuil a commencé. Pour elle comme pour moi. Pour moi parce que en googlisant ce qui lui est arrivé, donc un cancer du pancréas, je me suis rendu compte, comme tout docteur avisé que nous sommes désormais, puisqu'il nous suffit d'aller faire des recherches toutes simples sur le web pour comprendre les risques et les pathologies, eh bien, j'ai compris qu'elle allait en mourir et que cela allait être une croix qui allait s'étendre pendant pas plus que quelques mois. Et donc, j'ai commencé par la peur, alors qu'elle, Zoé, a commencé par le déni, et ainsi de suite. Les différentes étapes du deuil, dont effectivement les dénis, la tristesse, la peur et l'acceptation, se sont déroulées de manière complètement différente
à chaque chapitre de ces longs moments de maladie pour l'une et pour l'autre. Et pourtant, on s'identifiait l'une dans l'autre tout le temps. Moi qui portais la vie, j'étais source de révélation et de soutien et peut-être d'espoir pour elle. Et elle, qui portait la mort, m'aidait à réfléchir et à m'effranchir moi-même de mes propres limites, de mes propres conditionnements. Même si au moment où je vivais avec elle, parce que cette femme a véritablement habité chez moi à un moment donné, eh bien j'en étais accablée, je me sentais terrorisée, immobile, et j'étais même persuadée que j'aurais pas pu évoluer. Jamais une chose n'aurait pas été plus fausse parce que c'est véritablement suite à sa disparition que beaucoup de choses se sont formulées et beaucoup de révolutions justes ont eu lieu pour ma vie. Donc, c'est un livre qui s'adresse à tous ceux et celles qui peuvent s'identifier avec l'accompagnement de quelqu'un qui en demande trop. Est-ce qu'à l'époque, sur le moment, vous preniez des notes, si je puis dire? Est-ce que vous teniez un journal intime qui vous aurait servi pour l'écriture et donc pour ce livre? Absolument pas. À l'époque, j'étais inondée par cette situation. Je ne pouvais que la vivre instant par instant en essayant de faire au mieux ou bien au pire pour pouvoir côtoyer ces personnages qui étaient d'une flamboyance extrême et dont le pas suivant n'était jamais quelque chose auquel on s'attendait. Comment c'est arrivé, cette idée de se dire « il faut que j'écrive ce livre » ? Environ 6 mois après la mort de Zoé, j'étais immergée dans un deuil très douloureux qui était composé par différentes couches, les couches du quotidien qui étaient difficiles à vivre, avec tout ce qui comportait ma profession, ma maternité, même mes choix de vie privée, et puis les couches spirituelles en fait. J'étais en lien avec Zoé, c'était un lien insondable et c'était un lien qui allait dans les tréfonds de qui j'étais. Donc j'ai eu la fièvre de expulser cette histoire pour pouvoir en transmettre les résidus. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile dans l'écriture de ce livre, qui est votre premier livre ? Ce qui était le plus difficile est certainement lié à la vérité de ce que j'avais à dire sur elle, parce que lorsque j'accompagnais cette personne, j'étais animée par une série d'émotions dites non orthodoxes. Avoir la haine, une forme de persécution, des troubles nerveux que je trouve elle m'est passée et j'ai lui passé, parce que tout est question d'éco-création, et elle me fatiguait. Et à un moment, j'ai même voulu qu'elle en finisse plus vite, parce qu'elle était devenue un poids avec son déni, avec tous ces tumultes et avec tout ce qu'elle me montrait d'infiniment douloureux de moi-même que je ne voulais pas assumer parce que je croyais que j'aurais pas été capable de vivre avec, alors que la plus grande leçon, c'était justement ça. Quand vous l'écrivez, est-ce que vous le revivez ou est-ce que vous êtes déjà passé à autre chose ? Je suis totalement dedans quand je l'écris. Je vis les moments vécus avec elle. Je suis habitée par les phrases, les dites, les non-dites. Ça a été quelque chose d'absolument bouleversant. C'était compliqué de, effectivement, renouer avec un quotidien de jeune maman paisible lorsque j'écrivais cela. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Mon désir était incessant et il prenait tout mon être. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'on se pose forcément la question, et vous la posez, est-ce qu'il y a quelque chose de toxique dans cette relation des deux femmes, si on prend les deux personnages, la narratrice et Zoé, ou est-ce qu'il faut parler, comme vous l'avez dit, quelque part d'ensorcellement, ou est-ce qu'il y a de l'emprise ? Moi, j'ai repensé au titre de votre seule en scène qui s'appelait « Dévorante ». C'est exactement ça. Effectivement, Bruno, ce que vous dites est juste. Ce qui m'intéresse d'explorer, et que je n'ai peut-être pas encore entièrement compris, c'est la nature des relations. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous décidons de faire l'élection d'une personne sur toutes les autres et que nous décidons de cela avec un irrationnel total, parce que c'est une conviction qui nous arrive des entrailles d'un lieu absolument mystérieux. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là ? La promesse de l'amour est celle de la souffrance. Mais dans l'amitié,
La promesse est celle de la jouissance. On se voit pour passer des bons moments ensemble, pour se côtoyer de manière plutôt agréable. Dans ces cas, la promesse de l'amitié a dépassé toute borne. Et là aussi, j'ai aimé explorer la question des bornes. Est-ce qu'elles existent vraiment? Aujourd'hui, on est imbibé de psychologie positive, d'une forme, si je puis me permettre, d'infantilisation de l'être qui devrait avoir affaire uniquement avec d'autres êtres parfaitement épanouis et qui rayonnent une énergie positive afin de pouvoir trouver l'harmonie. Je ne suis pas sûre, pour ce qui concerne mon parcours, que ça soit nécessairement la voie à prendre. Je pense qu'on subit les rencontres beaucoup plus qu'on ne le croit et qu'il faut se dépouiller avec les armes qu'on nous donne. Effectivement, à plusieurs reprises dans les livres, il y a une tentative de la part de la narratrice d'arrêter certaines prises de positions qui la rendaient trop vulnérable vis-à-vis de Zoé, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle pouvait se débattre qu'en donnant de l'amour, finalement. Il y a quand même une question qui se pose quand on lit le livre, c'est pourquoi Zoé choisit-elle Eleonora, qui n'est pas sa plus proche amie, comme confidente? Je pense que Zoé a choisi la narratrice parce qu'il y avait un côté fantasque qu'elle possédait et partageait les deux, une manière de vivre la vie et les quotidiens, probablement ce qu'on appellerait une sensibilité proustienne, c'est-à-dire une attention ténace et pugnace à chaque détail de la vie pour essayer de vivre les quotidiens avec esprit, un esprit de finesse, comme vous direz, en France. C'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup attirée avant que je ne vienne même m'installer en France. C'était votre discernement, une forme de pudeur, de nuance, et pourtant de grande élégance de vérité. Est-ce que le fait de faire revivre Zoé sur le papier aujourd'hui, c'est une manière, c'est quoi? C'est lui rendre hommage, c'est l'immortaliser ou c'est s'en éloigner? Bruno, je pense que c'est les trois à la fois. Parce que rien n'est totalement jamais blanc et noir et que nous sommes beaucoup plus conflictuels que nous ne le croyons. Effectivement, j'ai tout essayé. Donc effectivement, j'ai essayé de m'emparer d'elle. J'ai essayé de lui faire un tombeau. J'ai essayé de me dire, est-ce que quelqu'un est là dehors et écoute cette histoire et pourrait se dire, moi aussi, je vis cela, j'ai vécu cela. Oui, c'est vrai que, quoique réfractaire, on peut être infiniment et profondément attiré par des situations qui contiennent de la noirceur, mais aussi beaucoup, beaucoup de lumière, parce qu'il faut dire que c'était une amitié rocambolesque, on a fait les 400 coups, et même dans la maladie, on s'amusait immensement, et je pense que c'est restitué aussi dans les livres, c'est-à-dire toutes les pages gothiques véritablement sont là pour voler un sourire au lecteur et vice-versa. Oui, parce que le sujet est grave en soi, mais vous arrivez à en faire quelque chose, non pas de léger, mais qui dépasse le simple cadre de la maladie et même de la mort. Est-ce que vous avez appréhendé à un moment donné l'idée de vous dire que le lecteur allait trouver ça too much, allait trouver ça too dark, comme on dit, ou pas du tout? Je pense que je suis allée au-delà des scandales, je suis allée au-delà de me scandaliser moi-même, et ce que je voudrais partager avec les lecteurs, c'est les scandales vis-à-vis de soi-même et de ses propres ressentis, vis-à-vis d'une relation avec un autre qui est poussée jusqu'au bout. Finalement, ce que vous faites là, c'est quand même assez rare. D'abord parce que c'est quand même autobiographique, et parce que c'est très intense. Et de dire et d'oser dire « je te déteste » finalement, même si c'est dit dans la tête, et je souhaiterais que tu meurs, parce que c'est ça, c'est ce que tous les gens qui ont en face d'eux, dans la famille ou des amis qui sont malades et qui sont très évidemment demandeurs, on en arrive tous à ce moment où on souhaite que ça s'arrête. Donc ça, vous allez au bout de ce processus que tout le monde ne met pas en mots assez régulièrement, alors que tout le monde vit cette expérience. C'est une expérience lambda, j'allais dire. L'expérience d'être à côté de quelqu'un qui est extrêmement charmant, qui est extrêmement attentionné, qui s'intéresse énormément à nous et qui nous demande d'abord un doigt, puis les poignets, puis les bras, et puis d'un coup, on se dit, est-ce que je suis en train d'abdiquer à moi-même pour être avec l'autre? Donc c'est vraiment cette question identitaire qui est aussi au cœur de la recherche de ce livre.
il faut qu'il soit lu, mais il y a quand même une scène qui se passe à Venise où, en fait, le personnage de Zoé, ce qui est normal dans son état, mais souhaite en finir quasiment en attirant l'autre. C'est ce qu'on disait dans le côté un peu morbide de ces amitiés extrêmes. C'est que, en gros, c'est ni avec toi ni sans toi, quoi. Il y a quelque chose d'un peu dur, d'un peu tragique dans tout ça. Je pense qu'elle s'est sentie arrachée par la vie et que la narratrice portait une vie fleurissante et que peut-être elle voulait que la narratrice lui donne un peu de sa lymphe vitale afin d'avoir un dernier et ultime espoir. Et aussi, je trouve aussi que Zoé, quelque part, s'était rendue malade elle-même en n'est pas élaborant de drames et de tragédies de sa propre vie. Et c'est peut-être pour cela que la narratrice y va franchement, elle ne nie jamais ce qui lui arrive, parce qu'elle comprend qu'elle doit se sauver. Est-ce qu'en écrivant le livre, vous qui êtes aussi un personnage de scène, vous répétez en ce moment un spectacle de théâtre, donc vous êtes sur scène, est-ce que vous avez imaginé voir ce livre, cette histoire sur scène ? Effectivement, Bruno, je répète un de ces moments. D'ailleurs, je suis partie de mes répétitions un peu plus tôt pour venir vous voir. Les Bourgeois gentilshommes avec Jean-Paul Rouve, qui sera au Théâtre Antoine à partir du 3 octobre prochain. Oui, effectivement, après avoir écrit La vie selon Zoé, j'ai commencé à le regarder comme quelque chose de fini, parce que je n'aurais jamais pu élaborer une idée des scènes lorsque j'étais plein dedans. Parce que je croyais d'ailleurs que je ne l'aurais, jamais terminé, 2, que ça serait resté plutôt un journal intime. Donc, effectivement, par la suite, plusieurs personnes faisant partie du monde de l'industrie du théâtre et du cinéma m'ont sollicité pour le lire afin de l'adapter potentiellement, oui. Mais adapté sur scène, genre théâtre ou plutôt cinéma ? Moi, je trouve que c'est un huis clos. Oui. Et il pourrait être aussi bien adapté sur scène qu'au cinéma. D'accord. Vous parlez de personnalité du monde de l'industrie, cinéma, théâtre. Il y a aussi dans cette histoire, dans cette belle histoire, qui est la sortie de ce livre, une personnalité qui est Amélie Nothomb, qui, si ça ne se voit pas là, mais a lu le livre et fait un bandeau absolument élogieux. Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion, ce soutien ? Ces soutiens, la baronne Amélie Nothomb est pour moi absolument immense. Il n'y a pas d'articulation possible pour même déchiffrer les degrés de mon admiration pour cette femme qui, en soi, représente la rentrée littéraire même pour la petite touriste italienne que je suis, parce que rappelons-nous que je ne suis arrivée en France qu'il y a une dizaine d'années et que j'étudiais les français tout en regardant des films français en VO avec des sous-titres en français afin de pouvoir apprendre en même temps l'oral et l'écrit, et que lorsque je suis passée par ici pendant mes études, les temps de quelques mois, je mettais toutes mes ressources de côté pour aller m'acheter les tickets au moindre prix à la Comédie Française et écouter les alexandrins très mal assises dans les pigeonniers. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie parisienne, et en termes de littérature avec la présence constante d'Amélie Nothomb. Donc pour moi, c'est marrainage, si on peut ainsi dire, c'est un cadeau du ciel. Alors, autre cadeau, c'est le début de la rentrée, donc c'est un bon signal. Vous avez reçu le prix Révélation du festival La Forêt des Livres. Là aussi, c'est quoi ? C'est un encouragement superbe, c'est quoi ? Pour moi, tous ces cirques de la rentrée littéraire est quelque chose que j'observe telle une voix extérieure. Tout d'abord parce que je suis une primo-romancière, ou qu'est-ce que vous êtes charmants les Français pour trouver un joli mot pour tout. Donc ça me rend vraiment pas banal du tout. Et puis parce que effectivement, je ne fais pas exactement partie de cette machinerie. Donc évidemment, ça m'a infiniment flattée que des personnes qui ne soient pas ma mère, mon cousin et ma tante aient pris l'attention de lire ces livres et de les juger comme dignes d'intention. Et puis surtout parce que j'ai terriblement envie de transmettre les messages de résilience qui se cachent derrière. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de La vie selon Zoé, publié aux éditions Michel Lafon. Merci Eleonora Galasso. Merci Bruno. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Bruno Corti, je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver